Chéribin Okende n'avait pas intérêt de se suicider. Il ne peut même pas se suicider un seul instant. Il ne peut pas. Chéribin Okende ne peut pas se tuer. Il ne peut, ça ne peut jamais venir que Chéribin Okende puisse se tuer. Et puis s'il veut se tuer, il ne peut pas se tuer sauvagement. Il peut prendre du poison, il prend du poison, il part tranquillement. Pourquoi se tirer? Chéribin Okende était tué. Et ce régime en connaît quelque chose. Ce régime en connaît quelque chose. Mais nous disons, la vérité éclatera. Mobutu a traîné dans ses pouvoirs pendant 32 ans. Laurent Désiré, Kabila a fait son temps. Kabila a fait son temps. Et Tshisekedi partira. La justice éclatera. Je lis la lettre de l'une des filles d'Okende, Frida Okende. Dans le deuxième paragraphe, elle dit que sa mort, bien qu'officiellement qualifiée de suicide, demeure pour notre famille comme pour de nombreux citoyens entourés des zones d'ombre, d'incohérences majeures. Et ce n'est pas le cas de le dire. Je me mets à la place de celle ou celui qui parle. La famille ne sait pas faire le deuil. C'est celle ou celui qui parle. Évidemment, c'est celle ou celui qui a perdu un être cher. Et évidemment, je comprends les mots, mais moi, je n'entre pas dans cette logique-là. Parce que j'estime que quiconque a des éléments pour nous aider justement à élucider le meurtre n'a qu'à se rapprocher des instances judiciaires pour pouvoir donner des nouveaux éléments. Au cas contraire, tout ce que nous dirons va relever du sentiment, de l'émotion. Et ça ne va pas aider à... Est-ce que cette conclusion n'a pas suffi à écorcher l'image du système de l'appareil judiciaire congolais? Tout le monde répète ça, en commençant par le président de la République lui-même, que notre justice est malade. Tout le monde le répète, personne n'a dit le contraire. Tout le monde reconnaît que notre justice doit être guérie de ces maux. Mais maintenant, est-ce que pour autant qu'il n'y a pas des dossiers judiciaires qui sont résolus? Si, il y a des dossiers judiciaires qui sont résolus. Est-ce pour autant qu'il faut tout l'opprobre, on devrait jeter sur l'appareil judiciaire de telle sorte que même si le rapport qui avait été rendu public ne rencontre pas vos attentes, pour autant vous allez jeter en pâture tout l'appareil judiciaire? Cette façon de voir les choses, justement, participe à davantage rendre malade la justice. Si quelqu'un a des éléments qui peuvent aider, il n'a qu'à s'approcher des instances judiciaires pour les leur donner. C'est de cette façon-là qu'il va aider à guérir la justice. Allez. Pas épiloguer en désordre sur les choses qu'on ne maîtrise pas. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.
Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Bon début des semaines à toutes et à tous. Bienvenue dans Ligne Rouge. Merci de votre fidélité. L'actu est brûlante. D'un côté, les pourparlers de Doha battent leur plan, tentant de désamorcer la situation explosive alors que des lignes de front se renforcent, menaçant de prendre Uvira, deuxième ville de la province du Sud Kivu. Quelle issue peut-on espérer de ces négociations face à l'escalade militaire sur le terrain? D'un autre côté, nous allons tenter de parler de 2 ans depuis la disparition tragique de Chérubin Okende. Oui, l'ombre de cette disparition tragique plane toujours et de voix s'élèvent pour justement réclamer la vérité, et son sang continue à crier vengeance. Où en est l'enquête? C'est la principale question à laquelle vont répondre nos invités qui sont avec nous sur ces plateaux. Qui détient les clés de ces mystères insupportables? Nous allons en parler au cours de ce nouveau numéro. Votre programme qui vous donne les indispensables et qui vous fait parcourir l'actu en vous donnant l'évolution et les grands enjeux à travers le monde. Allez, pour en parler avec moi sur ce plateau, Cissé Traoré, habitué du plateau, merci d'être venu. Merci, cher Jadon, merci de l'invitation. Salutations à vos nombreux téléspectateurs. Salutations à mon contradicteur sur ce plateau, mais aussi à toute l'équipe technique et à tous les Congolais. Vous êtes journaliste, vous vous reconnaissez comme près du peuple. Journaliste, analyste politique. Et proche du peuple, analyste politique, éditorialiste, tout ce qui va avec. Bref, on est au contact des réalités quotidiennes des Congolais, ce qui nous permet d'être dans la posture de ceux qui sont mieux placés à pouvoir les pénétrer et les décortiquer. Donc c'est comme ça que nous estimons être proches du peuple, parce que connaissant les aspirations de celui-ci et pouvant les comparer à la gouvernance telle qu'elle évolue, et donc concrètement on peut dire qu'on est dans une position de pouvoir mieux évaluer la gouvernance en fonction des aspirations du peuple. Est-ce que défendez-vous le peuple ou vous défendez ceux qui sont aux manettes du pouvoir? Il sied de rappeler que ceux qui sont aux manettes du pouvoir, ils sont par la volonté de ce peuple que nous défendons. Et donc, pas forcément, au regard des dernières élections de décembre dernier, ça a laissé beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Bon, ce qui est vrai, c'est que la commission électorale indépendante avait fait mention de 73, je crois, 73%, si je ne m'abuse, dans le compte de ceux qui sont aux manettes du pouvoir. 73%, c'est significatif pour plus de 120 millions d'habitants. Et que donc, si ceux-ci gèrent de la manière que veut le peuple, il est tout à fait normal qu'on les applaudisse, parce que c'est ce que veut le peuple. Donc, les applaudir suppose qu'ils font ce que le peuple attend d'eux. Évidemment que lorsqu'ils s'écartent de la ligne de la gouvernance par eux-mêmes tracée, on est aussi mieux placé pour pouvoir mais pourquoi les applaudir? dénoncer. Ils sont nommés pour donner des résultats probants au peuple congolais. Et les applaudir, ça ne reviendrait pas à tomber dans le piège du culte de la personnalité tant décrié chez nous.
J'ai souvent entendu cette façon de voir les choses. Et j'ai dit souvent aux gens, comme si ton fils que tu envoies à l'école, tu l'envoies pour réussir, pas pour échouer. Et une fois qu'il réussit, tu te refuses de l'applaudir et de l'encourager. Ça n'a aucun sens. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a réussi et que c'est ce qu'il était censé faire et tu n'es pas censé l'encourager. Est-ce que l'exemple que vous donnez tient toute sa place? Tout à fait. Donc, c'est vrai que vous êtes... préposé quelque part pour pouvoir réussir et donner des bons résultats. Et si vous le faites, quoi de plus normal que d'applaudir et d'encourager? Il faut que vous en fassiez davantage. Je disais tantôt que j'avais un petit biscuit. Le biscuit mérite qu'on s'arrête dessus 1 minute, 2 minutes. Il concerne un membre du gouvernement qui, lui, se démarque comparé aux autres qui font de la figuration. Il s'agit de Doudou Fomba, ministre des Finances, lequel a révolutionné la gestion des finances publiques, les a rendus ou l'a rendu rationnels. Les décaissements en mode d'urgence ont été sensiblement réduits parce que vous le savez, les décaissements en mode d'urgence ont été par le passé la source même de beaucoup de magouilles, de détournements, de l'argent public qui sortait pour aller je ne sais où, sans résultat, sans suite. Il faut encourager les réformes que Doudou Fomba est en train d'implémenter dans le cadre de la rationalisation de la gestion des finances publiques. Il faut encourager aussi, dans le cadre de ce projet d'assainissement et de la reconstruction de la voirie urbaine de la ville de Kinshasa, que le ministère des Finances finance avec rationalité. Et les travaux sont palpables de la part de tous ceux qui font les routes de Kinshasa. Il y a des petits tronçons qui sont construits ça et là, à travers toutes les communes de la ville. Ça, ce sont des choses qui méritent qu'on s'arrête dessus et que l'on tire le chapeau. Parce que sinon, si on ne le fait pas, les gens risquent de se décourager. Parce qu'il y a une grande partie des membres du gouvernement qui se complaisent à être figurants. Eux sont ceux qui sont comme des parasites. Ils sont dans le gouvernement, mais on les mentionne que grâce aux questions transversales qui les amènent à participer, à exister. Mais qui, personnellement, en regardant leur portefeuille individuellement, ils ne mènent aucune réalisation de taille. Donc, il faut encourager ceux qui se démarquent pour amener et créer une sorte d'émulation au sein de l'appareil gouvernemental. Il faut le noter si nécessaire, puisque eux sont ceux qui tirent leur épingle du jeu, qui sortent la tête du lot. Alors, laisse-moi aussi l'occasion de saluer sur ce plateau Owen Bosenge. Comment allez-vous? C'est la première fois de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes président de la JUREC, Jeunesse Unie pour la reconstruction du Congo, et en même temps coordonnateur du bataillon Front Populaire. Le plaisir et l'honneur sont pour moi de vous recevoir. Comment allez-vous? En tout cas, je suis heureux d'être ici. Je me sens honoré d'être ici. Avec beaucoup de respect, je vous salue. Ainsi, je salue les co-débatteurs. Je pense que les gens qui nous suivront seront servis. Je suis heureux d'être sur la ligne rouge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. JUREC, c'est depuis combien de temps que vous existez? J'ai un long parcours en politique, un très long parcours. Nombre de mes amis sont morts, les autres ils gèrent les institutions. Un long parcours, comme on dit à Lingala, Baïba Bisobomwana. Je suis un produit de l'UDPS, j'ai fait 17 ans dans l'UDPS, la vraie UDPS. Celle qui est au pouvoir aujourd'hui n'est pas la vraie. Celle qui avait du contenu. Je suis un produit de l'UDPS qui avait du contenu. C'est pas l'UDPS, ça va Kabouya. L'UDPS qu'on voit aujourd'hui désacralisé. Le seul parti et j'ai adhéré dans ma vie, c'était l'UDPS. Et alors, après l'UDPS, nous nous sommes séparés en 2017, quand on ne s'est pas entendu avec les autres amis, parce que le président Félix Tshisekedi pensait, comme il est le fils de son père, c'est à lui de devenir le premier ministre pour les comptes du Rassom. C'était ça la pomme de discorde. Oui, c'était ça, parce que là, on ne s'était pas entendu.
Et nous, avec les Tchibala et les autres, nous sommes allés pour les rassemblements Kasavubu avec les Olenga, vers Kasavubu avec des Lumea, Ingele Photo et les autres. Nous avons créé les rassemblements Kasavubu. Et pendant la période du rassemblement Kasavubu, nous avons constaté que Bruno Tchibala commençait à se stabiliser. Or, nous étions des Tshisekedistes et à cause de cela, nous l'avons excommunié du RASOP le 22 février 2018, pendant qu'il était encore Premier ministre. Et c'est ainsi que, comme moi, j'étais produit de l'UDPS, Bruno Tchibala était avec moi pour les comptes de l'UDPS dans les RASOP. Quand il a quitté les RASOP pour aller vers les FCC, j'ai créé la JUREC. C'est comme ça que nous avons créé la JUREC et depuis lors et après les élections, nous avons constaté qu'il y avait de l'opacité dans la gestion du RASOP. La preuve, nous sommes allés aux élections. Chacun des candidats avait son candidat à la présidentielle. Moi, par exemple, j'avais mon candidat à la présidentielle. Les autres aussi avaient les leurs. Et après les élections, nous avons constaté qu'on n'a pas eu des députés, on n'a pas eu les résultats qu'on attendait. Et nous avons encore chassé Olenga Koy comme président du RASOP parce que nous avons constaté qu'il avait pris congé de ses responsabilités et tous les partis politiques avaient décidé de placer Owen Boussengé gérer les RASOP Kasavubu. Et nous sommes allés par comme ça et puis nous avons dit on devrait évoluer et arrêter avec des discussions pareilles. C'est ainsi qu'on est resté avec la JUREC et nous nous sommes rassemblés avec tous les résistants à l'étranger comme dans les pays pour créer les bataillons Front Populaire. Un parcours qui mérite d'être souligné. Et qu'avez-vous particulièrement appris de cette expérience enrichissante et variée au sein de la classe politique? Au sein de la classe politique, ce que j'ai appris, c'est que dans la classe politique, l'homme politique congolais n'est pas vraiment sérieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut critiquer Félix Tshisekedi juste par moyen pour accepter. C'est un problème d'homme politique ou un problème de société, la société? Non, ce n'est pas le problème de la société. Comme elle a été il y a quelques années. Ce sont des élites qui donnent la forme à toute société. Les élites. Et de quelle élite parlez-vous, justement? Les élites congolaises, ils en sont là. Donc, par rapport à ça, nous sommes en train de dire, c'est que moi, j'ai retenu dans mon parcours, c'est que l'homme politique congolais, dans notre classe, il y a trop à corriger. Donc, les gens sont en train de courir derrière les positionnements personnels, tout en utilisant les noms du peuple. Je défends le peuple, j'ai fait ceci pour le peuple. Mais une fois dans la manette, au lieu de se mettre pour profiter de cette posture pour travailler pour le compte de la population, c'est pas ça la réalité. Nombreux, ils gèrent les institutions. Même Constant Moutamba, on était avec lui dans les RASOP. Il avait son association, la NOGEC à l'époque. Mais aujourd'hui, il s'est mis en parti politique plus tard. Et ça s'est transformé parti politique plus tard et tout consort que je salue là où il est avec les problèmes qui les dérangent actuellement. Donc c'est un peu ça, la déception. La tentation est très grande en politique. Que faites-vous pour ne pas y tomber? Pour ne pas y tomber, j'évolue comme un serpent, mais j'ai séduit certains esprits à être comme nous autres. Donc nous devons nous suffire à nous nourrir du pondo et du riz. Mais c'est sacrifié pour le Congo. Un jour, si je meurs, même si je n'existais plus, et mon existence sur Terre soit constatée et marquée par mon abnégation, mon courage, bravo pour les... Quelle différence faites-vous aujourd'hui entre l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS Tchibala et l'UDPS Bassa? l'UDPS Tchibala, je ne connais pas l'UDPS Tchibala, comment ça évolue. Je n'ai jamais été membre de l'UDPS Tchibala. On était ensemble dans l'UDPS. Nous, d'ailleurs, on avait considéré que Jama Kabound et Kabouya et les autres, c'est eux qui s'entêtaient. La preuve, quand nous sommes allés à la justice, on avait reconnu l'UDPS était resté auprès de Bruno Tchibala. Parce que l'UDPS que gère Félix Tshisekedi aujourd'hui avec des Kabouya, c'est l'UDPS avec UDPS. Et donc, UDPS bat Tshisekedi. Mais l'UDPS que les Sphinx avaient laissé, ça se retrouve maintenant sous la gestion de Bruno Tchibala. Et moi, je suis le produit de l'UDPS de Tshisekedi. Et la même question. Y a-t-il une ligne de démarcation possible entre les trois UDPS qui sont au sein de la classe politique? Il y en a plus, mais parlons de trois qui s'affirment beaucoup plus sur le terrain. Lorsqu'on parle des idéaux, est-ce que les trois UDPS reflètent-elles les idéaux de 13 parlementaires? Ça, c'est une question bateau, ça. Quand on parle UDPS, évidemment, ça renvoie à des années, des décennies plus tard, et que développer tout ceci en quelques minutes serait très délicat, au risque de se perdre
Cependant, il faut dire que, parce que l'idéologie reste la même, l'idéologie politique sur laquelle se fondent toutes ces... Ça, c'est sur papier. Est-ce que dans l'agir, il en est de même? C'est moi l'expression, je disais, toutes ces UDPS, normalement, se fondent sur cette même idéologie politique, celle que les 13 parlementaires ont impulsée. Aujourd'hui, c'est l'UDPS Tshisekedi qui est au pouvoir. Ce ne sont pas ces autres UDPS. Il y a l'UDPS Kibasa et Tshisekedi qui sont au pouvoir. De mon point de vue, j'estime que le peuple d'abord, c'est évidemment, comment dire, ce qui symbolise l'idéologie des 13 parlementaires. Étant donné que l'UDPS avait, depuis sa création, fait la promotion de mettre au centre de tout débat politique l'homme congolais et sa vie quotidienne. Donc je crois que l'UDPS Tshisekedi est sur cette lancée. Cependant, c'est vrai que la lutte peut rencontrer des forces exogènes qui viennent comme... des anicroches. Voilà, qui viennent comme un peu affaiblir certains, de sorte que le combat n'est plus exactement le même que celui des 13 parlementaires, étant donné que les contextes diffèrent aussi. Allez, merci beaucoup. On trouvera une autre occasion, une autre émission plus élaborée pour parler du sujet. Oui, non, je voulais juste en 30 secondes, allez-y. En 30 secondes. Donc, je ne pense pas que si c'est été produit de l'UDPS, il ne maîtrise pas bien les rouages de l'UDPS. Donc, lui, il est journaliste, à ce que je sache. Nous qui sommes produits de l'UDPS. Il a pratiqué, il a côtoyé tout le monde dans sa profession. Il n'a pas côtoyé tout le monde. Dans l'UDPS, je ne les connais pas, je ne les voyais même pas. On dit ici par rapport à l'UDPS, aujourd'hui, l'UDPS Tshisekedi a désacralisé les combats. Je ne pense pas que là où les Sphinx se trouvent, il est content de la gestion de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a désacralisé les combats parce qu'au centre de tout chez nous, c'était le respect des textes et d'abord, ce que l'on dit, le peuple d'abord. C'est ce que l'on cherchait à matérialiser. C'est la déception totale. Ce n'est pas à moi d'expliquer tout cela. Aujourd'hui, les gens qui nous suivent... Mais le combat de 13 parlementaires n'était pas que le peuple d'abord. C'était l'état de droit, la démocratie, la fin de la dictature, et j'en passe. Tout ce que vous venez de dire là. Tout cela, aujourd'hui, l'UDPS porte ses aspirations. Vous venez de dire ici la fin de la dictature et autres. Mais je voulais énumérer ici. J'ai dit le peuple d'abord et l'état des droits. Dans l'état des droits, c'est la fin de la dictature. Dans l'état des droits, ça englobe presque tout. C'est ce que nous avons dit. Même le peuple d'abord, c'est dans l'état des droits. Donc l'UDPS ne porte plus ses aspirations aujourd'hui. L'UDPS, Etienne Tshisekedi n'existait plus. Et puis au risque, après le départ de Félix Tshisekedi, ça risque de ne plus exister. Comment ça? Mais je vous dis, l'UDPS n'existait plus. Félix Tshisekedi a tout déclaré. L'UDPS reste un parti des masses. Félix Tshisekedi. L'ambition, même si Tshisekedi n'est plus là, c'est de conquérir le pouvoir. Vous parlez de la masse, mais ici nous parlons du contenu. Moi j'ai évoqué la question, les questionnements du contenu. Vous me parlez de la masse. La masse aujourd'hui, tout parti au pouvoir rassemble les gens, surtout qui sont au pouvoir. Tous les flatteurs seront autour d'eux. Vous avez vu avec le PPRD. Kabila Totondioté, Kabila Topé 600 ans. C'est ce que font même les Cissé. Félix Tshisekedi a échoué complètement. Félix Tshisekedi a désacralisé. Vous voyez quelqu'un venir dire Doudou Fouamba, un faux ministre des Finances, on vient les vanter ici. Allez, merci beaucoup. Donc, on va mettre fin à ces petits débats d'introduction. Le temps pour nous de parler des sujets d'actualité. Je le disais à l'entrée. Que le pourparlers de Doha battent leur plein, tentant de désamorcer une situation explosive alors que les lignes de front se renforcent, tendant ou avec l'agenda de prendre dans la ville de Douvira. La grande ou la principale question, quelle issue, que peut-on attendre de ces négociations de Doha face à l'escalade militaire sur le terrain? Allez, ici, Traoré, vous prenez la main pour parler de Doha. S'inscrivent dans une dynamique souhaitée par les autorités congolaises où, au moment où nous parlons, nous pouvons affirmer ou nous accorder à dire que le pourparler de Doha
battent de l'aile aujourd'hui? On ne peut pas s'en cacher. C'est vrai que pour parler de Doha battre de l'aile, ça c'est une vérité. Cependant, pour parler battre de l'aile du fait de la mauvaise foi de la partie M23, AFC, FCC, Cinco et ainsi de suite, c'est des gens qui viennent pour parler FCC. avec... Que vient faire l'FCC dans ces pourparlers? L'autorité morale du FCC, partie intégrante de l'AFC M23. Et qui par ricochet, le FCC est évidemment dedans. Non, parlons de la présence de ceux qui sont à Doha. Mais ce sont la présence de Kabila n'est jusque-là pas encore mentionnée. Attendez, pourquoi vous voulez que l'on dissocie ceux qui sont à Doha de ceux qui sont restés à Goma? Ceux qui sont à Doha représentent qui? N'est-ce pas ceux qui sont à Goma? Pourquoi vous voulez qu'on les dissocie? Je ne comprends pas cette logique. Donc, évoluons. Je disais tantôt que si le pourparler de Doha battent de l'aile, c'est évidemment parce que eux, en tant que proxy du Rwanda, ils viennent avec de la surenchère à ces pourparlers, ils viennent, comment dire, avec des agendas qu'ils savent très bien que le gouvernement de Kinshasa ne tolérerait pas, parce que leur responsabilité vis-à-vis du peuple est de ne pas permettre le franchissement d'une certaine ligne rouge. Évidemment, et ils le savent. C'est comme ça qu'ils viennent avec des arguments du type nous cherchons la gouvernance de Goma et Bukavu pendant 8 ans et que sais-je encore. Des arguments que Kinshasa ne peut en aucun... Des exigences auxquelles Kinshasa ne peut en aucun cas accéder. Et ils le savent. Puisqu'ils ont besoin de tourner en rond, de créer comme une sorte d'atermoiement, pourvu que les choses tirent en longueur, c'est comme ça qu'ils viennent avec ce genre d'exigences. Kinshasa attendait quoi à fête de Doha? Kinshasa a longtemps, refusé de discuter avec des pantins. Kinshasa exigeait de discuter directement avec Kigali. Ce qui fut fait à un moment donné à Doha. Parce que le processus de Doha, il faut le rappeler, a commencé entre Kinshasa et Kigali. Même si on en est arrivé avec l'intervention de Trump, on en est arrivé à la signature de l'accord de Washington, c'est entre Kigali et Kinshasa d'abord. Parce que c'était ça le souci de Kinshasa. De discuter directement avec le commanditaire. Et qu'ensuite... Mais donc, on présente cet accord de Washington comme un accord économique qui ne soit pas à même de restaurer complètement ou de manière pérenne la sécurité et la paix dans l'Est du Congo. Je vais arriver à cet accord. Pour parler de Doha, si aujourd'hui ils battent de l'aile, je répète pour une dernière fois, c'est du fait de la surenchère de la partie M23, Rwanda, Cinco et autres ont amené à ces assises. Celle de faire traîner, tirer en longueur les assises, celle de créer des atermoiements pour permettre aux commanditaires à Kigali de pouvoir réajuster les cartes. Cependant, Kinshasa s'étant rendu compte... Réajuster les cartes en quoi faisant exactement? Kigali est comme dos au mur depuis le dernier développement de ce qui s'est passé à Washington. Kigali a signé cet accord malgré lui. Cependant... Comment ça? Alors qu'on sentait de l'empressement du côté de Kigali pour parvenir à la signature de cet accord. Ce qui a qualifié d'historique. Ça, c'est faux. Par contre, celui qui a signé cet accord avec empressement, c'est Kinshasa. Parce que cet accord rencontre la volonté de Kinshasa. Cet accord, en fait, dit quoi? L'accord dit cessation des hostilités. C'est ce que Kinshasa a réclamé depuis longtemps. L'accord dit respect de l'intégrité territoriale de l'RDC. C'est ce que Kinshasa a réclamé depuis longtemps. L'accord dit retrait des troupes, tout. Ce qui veut dire désengagement en réalité. Mais c'est ce que Kinshasa a toujours réclamé. Bref, cet accord... Sous quelques conditions. Je n'ai pas vu dans cet accord quelque part où c'est écrit que le désengagement se ferait sous quelques conditions. Ce n'est pas écrit. Oh. Mais justement, ce n'est pas écrit. Que quiconque... Alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas lu l'accord en entier. Voilà. Que quiconque estime, soit on n'a pas compris de la même façon le libellé de cet accord, mais quiconque estime que c'est ainsi écrit, qu'il nous le prouve. Parce que je vous dis que je l'ai lu, mais je n'ai pas compris ça comme ça. Donc, si vous estimez que c'est comme ça que c'est dit, prouvez-le-moi. Parce qu'on a tous lu le même texte.
Donc, je disais que Kinshasa s'est retrouvé dans cet accord à 90%. S'il y a quelque chose que Kinshasa a dû céder, je crois que c'est insignifiant. C'est à 10%. Mais majoritairement, c'est Kinshasa qui sort victorieux dans cet accord. Cependant, il faut rappeler qu'un tel accord désavantageux pour Kigali devrait rencontrer des difficultés pour sa mise en branle. La preuve, on en est là. Qui crée des atermoiements pour ne pas mettre en branle l'accord? Est-ce Kinshasa ou Kigali? Kigali. Kigali ne traînerait pas le pas à mettre cet accord en branle s'il était à son avantage. Soyons logiques avec nous-mêmes. Si cet accord était à l'avantage de Kigali, pourquoi il créerait des atermoiements pour sa mise en application? Ça ne s'explique pas. C'est la preuve que Kigali, lors de la signature de cet accord, il l'a fait sous pression de Trump qui menaçait, Trump qui jurait qu'au nom de ses visées de pacificateur mondial, il s'est donné comme objectif de séduire le comité Nobel pour bénéficier du Nobel de la paix. C'est comme ça que vous le voyez au front de beaucoup de négociations à travers le monde, comme portant la casquette de pacificateur. Pourvu que ça aboutisse. Justement, il veut porter la casquette d'un pacificateur, notamment dans le conflit qui oppose Israël au monde arabe, ici Kinshasa et Kigali, et quelques conflits à travers le monde. Merci. Allez, je pose la question à Owen. En s'engageant à respecter l'accord conclu avec le Rwanda à Washington le 27 dernier, y avait-il pas eu d'impératifs ou des conditions auxquelles le Congo doit s'appliquer? Et une autre question, pour parler des Doha, s'agissant de cela, le Congo ou le gouvernement congolais s'est-il préparé en conséquence pour faire valoir ou enfourcher ses armes lors de ces négociations? Merci de la parole. Par rapport à l'accord de Washington, ici, je vois les bien-aimés Cissé dire qu'ils n'étaient pas au courant des quelques conditionnalités ou des conditions, mais moi, je sais qu'il nous a été recommandé de traquer, par exemple, les FDLR. Il nous est recommandé de traquer les FDLR. Et là, mais là, les forces loyalistes de la République démocratique du Congo... Non, ce n'est pas ce qui est écrit. On dit les partis conviennent. Quand vous parlez, il s'est tué. Alors, faites de même aussi. Les partis conviennent de traquer patati patata. Ce n'est pas nous, c'est pas nous qu'on demande de traquer. C'est clair. Allez, vous pouvez bien noter et rebondir après. Quand vous parlez, il s'est tué. Ok, allez-y. Bon, excusez. Moi, je suis diplômé en sciences de l'information et de la communication. Lorsque l'on dit les partis conviennent, c'est quoi les partis en discussion? Ce n'est pas la République démocratique du Congo et le Rwanda. On doit comprendre les mots littéralement ou il faut aller comme des intellectuels. Mais vous avez dit qu'on dit ça à la RDC. C'est Traoré, s'il vous plaît. Lorsque l'un parle, l'autre s'était. C'est ça la ligne rouge. Ils ont un débat policier dans le respect de l'autre et dans le respect du co-débatteur. Avec tous les respects du monde, si c'est, je vous demande que l'on fasse un débat des responsables. Pardon. Je n'ai pas besoin de ça. Écoutez, souffrez que je parle. Lorsqu'on recommande à ces deux partis de tout mettre en œuvre pour traquer les FDLR, les deux partis, il n'y a pas la partie de la République démocratique du Congo dedans. Parce qu'il s'agit du Rwanda et la RDC. Les deux partis, c'est quoi les deux partis opposés? Ce n'était pas le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington. Et lui, il dit qu'il défend les peuples. Vous voyez. Ici, nous sommes en train de dire, on a recommandé à la République démocratique du Congo de traquer les FDLR. C'est l'une des exigences. Une des exigences. Et pourtant, c'est nous qui sommes agressés. L'autre fois, j'ai dit ça à M. Cissé. On était quelque part, en débat. J'ai dit, mon frère, moi, je ne suis pas d'accord avec cet accord. C'était le jour même que l'accord devrait être signé. On a discuté avec mon frère ici. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec cet accord. Et puis, je ne croyais pas en la sincérité de la partie rwandaise. Lui, il l'a défendu. Parce que l'accord entre les États est basé sur la foi et la sincérité. La sincérité. Lorsque vous sentez déjà le ministre des Affaires étrangères du Rwanda en train de dire que non, dans les documents à ma possession, je n'ai nulle part vu, je n'ai pas lu quelque part, là où il nous a été demandé de retirer nos troupes. J'ai dit à M. Cissé, je sens en ces ministres, ils ne sont pas sincères et puis ils n'ont pas bonne foi pour mettre en application l'accord en question.
On co-débattait, on était avec lui. Les jours que l'accord était signé, le 27, j'étais avec lui en débat. On parle du désengagement des troupes rwandaises. Comment y parvenir? Désengagement des troupes rwandaises. Comment y parvenir? Mais ici, je reste d'abord là où vous nous avez demandé s'il y avait quelques conditionnalités. Lorsqu'on nous dit, j'avais encore évoqué à M. Cissé, lorsqu'on nous dit qu'il y aura rapatriement des réfugiés congolais vivant au Rwanda, mon frère, par là, Kagame n'a-t-il pas gagné quelque chose? Parce qu'il réclamait ça depuis bien longtemps. Je vous ai dit, on n'a pas de carte d'identité ici chez nous. Comment saurions-nous identifier si réellement tous ceux-là que Kagame va nous envoyer en masse ici seront des Congolais? C'est Cissé, vous êtes courageux. Parce que si vous ne l'étiez pas, vous auriez eu honte par rapport à notre dernier débat. Nous avons parlé de ce que l'excellent journaliste est en train de soumettre sur la table. Ça vous contredit. Et puis, à part ça, lorsqu'on nous dit l'exploitation par exemple de nos gaz et certains trucs avec le Rwanda et tout consort. La cogestion de parcs. La cogestion de parcs. Vous voyez la cogestion d'une affaire qui propre à la République démocratique du Congo, une propriété de la République démocratique du Congo. Les Américains ne pouvaient pas nous dicter avec qui nous pouvons co-gérer ou collaborer sur le plan des relations bilatérales, par exemple. Félix Tshisekedi a craché sur la mémoire de Lumumba. Il a craché sur la mémoire de Laurent Désiré Kabila. Il a craché sur la mémoire de tous ceux-là qui sont morts. Ils se sont battus pour la souveraineté du Congo. Mais Cissé affirme, sans rire, que le Congo a gagné plus de 70%. Il va nous démontrer. À l'accord de Il Washington. va nous démontrer. Nous n'avons rien Si on gagné. a concédé, c'est quelque chose d'insignifiant pratiquement. Il va nous le démontrer ici. Moi, je vous démontre qu'on a que perdu, on n'a rien gagné. Par exemple, ici, on nous dit encore, qu'est-ce qu'on nous a encore dit? On a encore soulevé quoi? Par rapport à l'accord, il y a des histoires qui énervent franchement. Mon frère, je vous dis, par rapport à l'accord, je suis en train de dire, moi, je voyais la résolution 2773, c'était une résolution du Conseil de sécurité, là où il y a et les États-Unis, la Russie, toutes les puissances. Mais il n'y avait pas volonté, bonne foi de respecter les résolutions de l'accord en question. Et tous ces accords que nous sommes en train de faire. Mais on dit que l'accord de Washington ne viole nullement la résolution 2773 de l'ONU. Et ici, j'évoque la question des volontés. Malgré l'accord de Washington, déjà les deux parties par rapport, parce que nous autres, on ne soutient pas l'accord de Washington. Je lutte corps et âme pour détruire cet accord. Et maintenant, l'accord par rapport d'abord aux signataires de l'accord, la République démocratique du Congo et les Rwandais. Je ne vois pas bonne foi entre les deux parties pour mettre en application, stricte application de ce qui est résolu. Je ne pense pas que les Rwandais, M. Cissé vient de le soulever. Qu'est-ce qui aurait dû être fait maintenant pour créer un climat de confiance entre le parti pour que vous soyez rassurés qu'il y a bonne foi, entente pour que la mise en œuvre de cet accord soit effective. On ne force pas quelqu'un à vous aimer. C'est question de volonté. On ne force pas quelqu'un à vous aimer. Ce que Félix Tshisekedi aurait dû faire, il ne pouvait pas sous-traiter notre sécurité. Il devrait reconstituer notre armée, faire de nous une armée forte, nous affirmer. Trouver la solution sécuritaire par rapport aux accords, c'est un affaiblissement de l'État que Félix Tshisekedi est en train de faire à outrance. Notre pays, on a Bilombe Bassao, on a des hommes, on a des femmes capables de défendre notre pays. Ni tété, de trahison des politiques. On doit réformer notre armée. On doit donner de la force à notre armée. On doit faire de notre armée forte, que notre armée puisse s'affirmer dans la région. On n'a pas que les Rwandais comme voisins. On a 9 autres pays, 8 autres pays à part les Rwandais. Mais comment faire pour nous affirmer? Aujourd'hui, c'est les Rwandais. Demain, ça peut être l'Ouganda. L'autre jour, ce sera l'Angola. Et tous ces pays voisins ont des velléités sur... Ils ont des velléités expansionnistes sur le Congo. On ne pouvait pas sous-traiter notre armée. Président Félix, avec un langage terre à terre, que Kagame aujourd'hui, si Trump réussit à pacifier la partie est du Congo, je ferai de lui, je serai prêt à voter pour qu'il devienne prix Nobel de la paix. Mais comment un chef de l'État, un État souverain, tu comptes pour la sécurité, la remise de paix dans ton pays, le retour de la paix, tu comptes sur Trump. Oh, Trump, c'est un affairiste. Non, est-ce qu'il n'a pas bien raison de le dire, puisque la guerre ou l'issue d'une guerre dépend beaucoup plus
est souvent Motion. de l'issue ou de l'apport des alliés. allié? Et si aujourd'hui on se choisit les États-Unis Motion. comme un des alliés stratégiques, Bien aimé. pourquoi Bien vous aimé. voyez ceci Bien d'un aimé. mauvais œil? Bien aimé que je vous le dise, les États-Unis n'ont jamais été notre allié. Ils ne sont pas nos alliés. Les États-Unis, par rapport à la crise actuelle, ils sont du côté du Rwanda. Les États-Unis ne sont pas sincères. Ici, je l'ai dit, je m'adresse à toutes les ambassades ou les représentations américaines dans notre pays. Nous ne croyons pas en vous. Nous connaissons, nous savons à quoi vous jouez. Les États-Unis ne sont pas sincères. J'ai dit, il faut émanciper notre pays. Imaginez, on donne 43 millions, 41 millions à Barcelone. Or, moi, où est au pouvoir, on devrait, avec ces 43 millions, envoyer nos jeunes aller étudier même pendant 10 ans, 5 ans, en Russie, partout, apprendre comment fabriquer des bombes, des grenades, pour que nous puissions nous affirmer dans la région et défendre notre pays qui est toujours victime plus de 30 ans. Voilà, concluez pour parler de Doha. On s'est bien préparé. On ne s'était pas bien préparé. Imaginez déjà, lorsque Jacquemain Chaban dit, on l'a appelé vite fait, il n'était pas préparé, même il n'est même pas arrivé à faire ses valises. Il est allé au plus vite et hier dimanche, il se disait de retourner au pays pour essayer de prendre encore certaines informations et y retourner. Je ne crois pas. Déjà, lorsqu'on ne respecte pas, ils n'ont pas la volonté d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité 2773. Je ne pense pas tous les accords de Washington, de Doha ne seront pas respectés. Félix Tshisekedi Bundande. Cissé Traoré, vous avez 3 minutes pour le dernier tour de table pour ce sujet. Quand on assiste au renforcement de front à l'Est, menaçant de prendre la ville de Bukavu, on assiste clairement à une escalade militaire sur le terrain. Quelle issue peut-on espérer de ces négociations qui se tiennent à Doha? Est-ce que ceci ne rencontre pas en partie le doute méthodique émis sur ce plateau par Owen quand il dit qu'il n'y a pas un climat de confiance entre les partis impliqués dans la résolution? C'est la mort dans l'âme que j'écoute Owen en train de parler. Je le vois se débattre tel un diable dans un bénitier, sans argument. Il touche à tout, il s'éparpille dans les airs, dans les nuages, sans un seul argument d'autorité. Il a pris la parole pour nous prouver comment est-ce que c'était écrit dans l'accord que les retraits des troupes étaient conditionnés. Mais il ne l'a pas dit. C'est ce que moi j'attendais que tu nous dises. Et les téléspectateurs attendaient que ça. Tu as affirmé ici que c'était écrit dans l'accord, que c'est conditionné. Les retraits des troupes rwandaises est conditionné à un certain préalable. J'attendais que tu nous démontres comment c'est écrit où. Tu balances des phrases comme ça à la volée. Tu ramasses des bouts de phrases dans l'accord que tu ne comprends même pas toi-même. C'est pas ça un analyste. Comment le Congo compte-t-il en finir avec l'FDLR au regard de ce qui a été dit dans l'accord? Vidons d'abord ce qu'il y a comme... Non, vous pouvez prendre d'abord cette question et puis évoluer en vidant d'autres questions. Il y a un reliquat qui mérite d'être vidé, cher Gédéon. On dit les partis conviennent de pam, 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 pam. Lui, ce qu'il comprend dans cette phrase-là, c'est que cette responsabilité-là appartient exclusivement à la RDC. Il dit... Non, le rôle et les responsabilités sont bien définies dans le CONOPS. Laissez-moi évoluer. Donc, cette phrase-là, telle qu'elle est libellée, d'après lui, il comprend que ça veut dire que c'est à la RDC de traquer les FDLR. Mais bon sang, comment vous faites pour devenir analyste politique? Non, éviter des attaques ad hominem. Mais c'est flagrant. Restez sur les sujets. C'est flagrant, je vous dis. On dit les partis conviennent. Ça veut dire que ce n'est pas une recommandation exclusive à la RDC. Et le Rwanda et la RDC participent tous les deux. On ne nous impose rien. On ne nous demande pas, nous, à traquer exclusivement les frères. Non, ce sont les partis qui se mettent d'accord. Répondez alors à la question, comment on compte en finir avec les FDLR? Et on n'a pas dit, que dans cet accord-là, que c'est à la RDC de traquer les FDLR. On dit que les partis ils se sont mis d'accord. Et ce même accord a mis en place un comité de suivi. Lequel comité devrait entrer en branle 45 jours après la signature de l'accord. Mais maintenant, d'où vous sortez que c'est à la RDC de traquer les FDLR? D'où vous sortez ça? Allez à l'essentiel.
Allez, bon, ça aussi, c'est essentiel. Oui, comment si la on compte, compréhension comment de on l'accord est compte alors biaisée, aujourd'hui? Attendez, cher Gédon. Quel Sinon, engagement qu'est-ce qu'on vient faire à la télévision le si on ne Congo a comprend pas ce pris que l'accord dit? quant à la Hein? neutralisation On vient des faire quoi FDLR? ici? Si on n'a pas compris d'abord ce qu'on a lu. Non, on a compris. Mais Ne vous pourquoi répétez on vient pas. faire, s'il on vient vous plaît. faire quoi pour dire quoi à la télé? Ne vous répétez pas, on a tout compris. Allez, continuez. Allez, Question bon de sang. FDLR. On parlait tantôt de la... Je l'ai entendu dire, on nous a imposé cet accord économique de co-gérer les parcs. Patati. Allez, mais bon, mon Dieu, on est où là? Il y a des choses qu'on gérera forcément avec le Rwanda. Parce que nous avons à partager ces histoires-là. C'est notamment le parc de Virunga. C'est notamment le lac Kivu. Il y a des choses qu'on gérera forcément de façon commune avec le Rwanda. Ce n'est pas notre propriété à nous seuls, non. Qu'est-ce que vous... Même la géographie du pays, vous ne la comprenez pas. Hein, bon sang. Mais quand même. Je disais tantôt que c'est la mort dans l'âme que je l'ai écouté parler. Bref, je me dis, si des trucs aussi basiques, on ne les maîtrise pas, c'est difficile de mettre des avis soutenus. Climat de confiance délétère entre le parti avec le renforcement des lignes de front sur le terrain face à l'escalade militaire. Est-ce que ceci ne rencontre pas l'analyse de Owen quand il Climat parlait de confiance. de la confiance et de la bonne foi entre les deux partis pour parvenir à une paix durable d'abord, dans la région? personne n'a dit que la RDC avait confiance au Rwanda. Non, en allant à ces assises, nous savons que nous allons comme deux partis en conflit. Et quand vous allez comme deux partis en conflit, vous n'allez pas vous livrer à l'autre parti, à la merci de l'autre parti, non. Vous y allez avec tous les sérieux nécessaires, toute la réserve nécessaire, toute la stratégie voulue pour pouvoir s'en sortir gagnant. Qui a dit qu'on y allait les yeux fermés, faisant confiance au Rwanda? Personne. Respect à l'intelligence des experts qui travaillent. Comment on fait pour déjouer les pièges du Rwanda? Un peu de respect à l'intelligence de ces braves. Répondez à la question. Pour le compte du gouvernement congolais. Je sens que vous êtes perdu. Je dois encore reposer ma question. Déjà dès le départ. C'est bien clair déjà. Déjà dès le départ, la RDC avec ses experts sait qu'il y a une rhétorique propre au dialogue, propre à ce genre de tractation. Et ceux que la RDC envoie là-bas, ce sont des experts. On les appelle des experts. Pas des va-nu-pieds. Quand même, un peu, je ne sais pas moi, comment on peut se permettre? Il y a des professeurs d'université qui accompagnent la ministre des Affaires étrangères là-bas. Un peu de respect, un peu d'estime à ces gens-là. On est tellement prétentieux qu'on maîtrise tout et que... Vous êtes dans les attaques, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'une rouge. Analysez. Vous n'avez fait qu'attaquer Owen depuis à la fin. Vous écartez de la ligne du départ. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Vous ne faites pas, vous n'analysez pas le sujet. J'analyse, je vous dis, je reviens sur ce qu'Owen a affirmé tantôt pour ensuite revenir à votre question. Démonter ces arguments au lieu de l'attaquer. Vous ferez mieux. C'est ce que je fais, cher Gédéon. Allez-y. Nous, en tant que nation, nous avons une ligne rouge à ne pas dépasser. En allant à ces assises, nous savons que telle ligne a été décrétée comme ligne rouge que l'autre partie ne devrait pas franchir. Voilà ce qu'on devait concéder et ce qu'on ne devrait pas concéder. Nous le savons. On ne devrait pas venir mettre ça sur la place publique. Non, ça relève de la stratégie. Quelle est la ligne rouge qu'on s'est fixée? C'est là le problème. C'est là le problème. Vous voulez qu'on vous dise ça ici sur la place publique alors que ça fait partie de la stratégie de négociation. Mais bon sang, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit franchement? Donc vous voulez que les négociateurs, les experts viennent vous dire telle est notre ligne rouge, mais franchement, c'est donner de la matière à l'ennemi. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, merci. Je n'ai pas fini, cher Gédon. Laissez-moi. Vous avez 30 secondes pour conclure. L'accord lui-même dispose qu'il y aura un comité de suivi. Lequel comité aura pour tâche d'évider certains détails minimes qui n'ont pas été pris en charge dans le texte principal. S'il y a des petits différends du point de vue de la compréhension du texte, ce comité-là va s'en occuper. Les deux parties, avec la médiation des États-Unis, vont se mettre autour d'une table pour balayer les malentendus. Mais nulle part, ne faites pas avaler aux gens que dans cet accord, on a imposé à la RDC des choses. La RDC, elle-même, en tant que pays souverain, avait déjà, depuis 2019, implémenté une politique d'ouverture vis-à-vis du Rwanda. C'est comme ça que Tshisekedi avait même conclu des accords économiques avec Kigali. C'est la logique
du pouvoir de Kinshasa. Merci. Alors, lorsqu'on reprend ça dans les accords, c'est qu'on ne comprend pas, les gens dénoncent, ils disent, non mais on a recommandé ici intégration économique, mais c'est la politique de Kinshasa depuis 2019. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas finalement? Merci beaucoup, on va chuter sur ce sujet avec vous. On parle pour parler du Doha. La grande question, c'est que comment on fait maintenant pour éviter les pièges rwandais. L'issue de cette négociation dont il est question dépend beaucoup plus du rapport de force militaire. Est-ce que ce n'est pas à cela que s'exerce désormais le Rwanda via le renforcement des lignes de front sur le terrain pour tenter de menacer de prendre la ville de Douvira, deuxième ville de la province du Sud Kivu? Comment le Congo fait pour éviter les pièges rwandais? Merci de la parole. Ici, je suis en train de dire, déjà, je vous avais dit ici que je suis diplômé en sciences de l'information et de la communication. Particulièrement, je suis journaliste et licencié en journalisme politique extérieur. J'ai appris les relations internationales, j'ai appris les négociations. Je ne sais pas si mon co-débatteur aussi a fait les mêmes études que moi. Parce que c'est journaliste. Pas forcément. Il peut avoir fait les journalistes. Il a fait le journalisme politique extérieur. Peut-être qu'il peut avoir fait intérieur ou autre chose. Mais chez nous, s'il a fait aussi politique extérieure, il va se souvenir par rapport aux négociations. Lorsque nous parlons des négociations, il y a deux parties, il y a toujours des contraintes. Si lui, sur le plateau, il dit qu'il n'y a pas de contraintes, je suis désolé. Lorsqu'il y a un accord rassemblant les deux parties, il y a des contraintes, c'est ce qu'on appelle résolution. Nous nous sommes résolus à respecter ceci, à faire ceci, il y a des points à évoluer. Mais lorsqu'il lui dit la RDC n'a pas, on n'a pas dit à la RDC de respecter telle chose, on n'a pas donné des contraintes à la RDC, comprenez les fanatismes c'était sur le plateau. Et par après, lorsqu'il est en train de vanter, ce sont des experts, respectons quand même. Les experts à toi, qui a parlé d'eux ici? Tes experts, respectons-les. Respecte tes experts à toi-même avec ton fanatisme. Ici, moi, je sais que tous ces gens que Félix a envoyés là, des faux experts, incapables de répondre même aux questions des journalistes. On leur a demandé qu'est-ce que le Congo a gagné. Ils sont allés se chamailler là-bas au Conseil des ministres. Comment vous n'avez pas répondu? Non, le Congo gagne la paix. C'est plus que tout ce qu'on peut concéder. Vous savez que nous tous, nous voulons la paix. Nous sommes nos ambitions, je ne sais pas, nos rêves à tous, nos rêves à nous tous ici. Nous voulons qu'il y ait un rétablissement de la paix dans notre pays. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a les retours de la paix? Vous n'avez pas appris qu'il y avait affrontement à côté de Louvira hier. Est-ce qu'il y a les retours de la paix? Oui. Est-ce qu'il y a effectivité de la paix? On parle paix, on négocie et le retour de la paix effectif est question des différentes variables. Alors, lorsque vous dites qu'on a gagné la paix, on ne l'a pas encore gagné. Nous souhaitons que l'on puisse gagner la paix. Ici, l'on vient d'évoquer sur les plateaux le manque de sincérité dans les camps des deux partis. Est-ce qu'il y aura effectivement retour de la paix lorsqu'il y a des velléités du côté du Rwanda? Parce que les Rwandais sont en train de profiter pendant cette période de désordre, pendant cet épisode de conflit. Les Rwandais, ils savent qu'aujourd'hui, s'il y a rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, d'où mes intérêts seront menacés. Alors, il est question des rapports de force. Les Rwandais vous voient, vous êtes en position de faiblesse. Et lui, s'il a accepté de mettre en application tout ce que vous êtes convenu, mais c'est le Rwanda qui perdrait, par exemple, par rapport à son calcul. Dans les relations internationales, il s'agit des relations des intérêts des États. Est-ce que le Rwanda a quelque chose à gagner s'il y a un rétablissement de la paix en République démocratique du Congo? Mais non! C'est pourquoi nous sommes en train de dire à Félix Tshisekedi, ne croyez pas, ne pensez même pas un seul instant que le Rwanda vous fera ces cadeaux-là de la paix. Alors la grande question, on a suivi le rapport du Conseil des ministres du gouvernement congolais alerté sur une éventuelle tentative de prise de la ville d'Ouvira. On alerte et qu'est-ce qu'on fait? Quelle stratégie on met en place pour contrer ces velléités? C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Félix Tshisekedi, il ne convient pas d'être président de la République dans ce pays. Il a failli pour sécuriser la nation. Il a failli à sécuriser les territoires nationaux. C'est pourquoi nous sommes en train de demander au président Félix Tshisekedi, vous avez démontré vos limites. Ce pays nous appartient, c'est notre terre. Ce pays nous appartient.
Vous avez été président, premier mandat, deuxième mandat. Nous voyons par rapport à la crise actuelle, il est temps que les Congolais puissent se rassembler ensemble, que nous réfléchissions sur comment défendre notre territoire, défendre la terre de nos ancêtres. Le président Félix Tshisekedi, le Congo n'est pas votre bien privé. Nous ne pouvons pas céder à vos caprices personnels, individuels, qui coûtent cher à la République, qui coûtent cher à la nation. Il y a des vies qui sont en train de partir, des mamans qui sont devenues des veuves. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont plus de tous leurs membres en forme. Le pays est en train de partir. Le Rwanda n'aura jamais bonne foi pour que les... Comment on entrevoit la paix sans Moi, j'entrevois la paix dans notre pays avec les affrontements militaires seulement avec les Rwandais. Il n'y a pas autre issue. Parce que tous ces gens qui viendront, ce ne sera pas une paix durable. On peut faire un semblant de paix pour quelque temps. Pour faire plaisir à certains, tromper certaines personnes. Je vous dis, il y a résolution 2773 des conseils de sécurité, là où il y a les États-Unis, la Russie, toutes les grandes puissances, mais les gens n'ont pas respecté les résolutions 2773. Et je ne pense pas que la résolution de Washington, déjà vous avez suivi l'interview de Kagame, quand il a parlé de l'accord de Washington. On lui a posé des questions, mais vous sentez en Kagame, d'abord, il n'y a pas de contraintes. Et si à Kinshasa, on dit, on sent la panique dans le camp de Kagame. Là, ce sont des infos talibaniens. Allez, des merci. infos talibaniens. Donc ici, nous sommes en train de vous dire, Kagame n'est pas en position de faiblesse. On ne sent pas de panique parce que chez Kagame, même pas un moustique. On n'a pas tué même un seul moustique par balle. Mais c'est chez nous que les gens sont en train de mourir. C'est chez nous que l'économie est perturbée. Mais c'est chez nous que l'argent, les fonds sont bloqués dans des banques à l'Est. La population est en train de souffrir. L'argent ne circule pas. Les banques ne fonctionnent pas. C'est chez nous. Ce n'est pas chez Kagame qu'il y a dysfonctionnement. Allez, merci beaucoup, cher Owen. On va passer au deuxième sujet. 2 ans depuis la disparition de Chéribin Okende, l'ombre de la disparition tragique continue à planer sur le ciel congolais. Les observateurs avertis se posent la question: où en est l'enquête? Qui détient les clés de ces mystères insupportables? Il y a la lettre de la fille de Okende qui veut que la justice soit faite et que la vérité soit connue. Allez, vous avez pris la parole pour le premier sujet. Pour le deuxième sujet, Owen, vous allez ouvrir le débat. 2 ans depuis la disparition tragique de Okende, toujours pas de justice. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand nous parlons de ces sujets, chaque fois que vous l'évoquez, je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Mais je sais qu'un jour, la vérité. Nous sommes sous un régime tyrannique. Nous sommes sous un régime qui nous interdit de parler de cela. Nous sommes sous un régime qui nous a donné ces résultats selon lui. Nous sommes sous un régime qui nous empêche de fonctionner comme opposants. Nous sommes sous un régime qui nous empêche même de réclamer la vérité sur la mort de Chéribin Okende. Le procureur nous a dit de ne pas en parler. Mais un jour, la vérité. Félix ne sera plus au pouvoir. Je me réserve. Et quand vous lisez la lettre de la fille d'Okende, lettre écrite avec beaucoup d'émotions, en tant que parent, quel ressenti vous avez? C'est pourquoi je suis en train de vous dire que je me sens vraiment choqué. Vous savez, à la télévision, sur des places publiques, il y a des choses que nous sommes autorisés à dire. Hein. On était tous à la résidence sur Avenue Marine dès le début, après la mort du vieux. On a trop entendu. Surtout la famille, tous les communiqués, toutes les déclarations que la famille est en train de faire au niveau des médias, la famille aussi se réserve. Mais si vous avez participé au deuil, vous verrez que la famille a des versions très éloquentes contre les pouvoirs. C'est pourquoi je vous ai dit,
la justice de Dieu. Si la famille détient des vérités graves pour ébranler le régime, pourquoi se réserve-t-elle de le mettre sur la place publique, réclamer la justice? La famille pour, se réserve. Chéribé Okende. La famille se réserve parce que Félix Tshisekedi avait dit qu'on avait une justice malade. Ce n'est pas à la famille de soigner la maladie de notre justice. Il y a de l'arbitraire qui règne au pays. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, si vous citiez quelqu'un, un membre du gouvernement ou proche de Félix Tshisekedi, dans les dossiers de meurtres comme ça, que vous tirez facilement, on vous donnera raison. Et comment ça va évoluer? Au risque qu'il y ait la suite après Chéribin Okende et d'autres personnes en paient encore les prix. La version selon laquelle il se serait suicidé ne vous a toujours pas convaincu. Chéribin Okende n'avait pas intérêt de se suicider. Il ne peut même pas se suicider un seul instant. Aux élections, moi j'étais en provincial numéro 208. Sur Ngaliema, en national, j'avais un autre numéro. Lui, en national, il avait 208. Provincial, un autre numéro. On allait souvent sur Ngaliema, là-bas, là où on allait au bureau de la CENI pour déposer nos dossiers souvent. On est tous des Anamongo. Moi, je suis là. Lui, il est du Maniema. On échangeait souvent. Il nous aimait à cause de notre bravoure, notre courage dans les combats. Ce sont nos aînés. Il ne peut pas, Chéribin Okende ne peut pas se tuer. Ça ne peut jamais venir que Chéribin Okende puisse se tuer. Et puis s'il veut se tuer, il ne peut pas se tuer sauvagement. Il peut prendre du poison, il prend du poison, il part tranquillement. Pourquoi se tirer? Chéribin Okende était tué. Et ce régime en connaît quelque chose. Ce régime en connaît quelque chose. Mais nous disons, la vérité éclatera. Mobutu a traîné dans ses pouvoirs pendant 32 ans. Laurent Désiré Kabila a fait son temps. Kabila a fait son temps. Félix Tshisekedi partira. La justice éclatera. Est-ce que ne risquons-nous pas de vivre l'épisode Floribert Chebeya qui a été tué sous les règnes de Kabila, dont la vérité n'a toujours pas éclaté et les bourreaux n'ont toujours pas payé de ce crime odieux? C'est pourquoi ça conforte ma première prise de parole. Lorsque je vous ai dit, nous sommes des produits de l'UDPS. Avec l'UDPS, on prônait l'état des droits. Dans un état des droits, jusqu'à présent, la mort de Chéribin Okende devrait susciter des questionnements et des flous. Dans un état des droits, on n'aurait pas vu ça. Dans un état des droits, on aurait sanctionné des commanditaires et des criminels. Mais ce que l'on voit, ça ne reflète pas l'état des droits. Et lorsque mon frère était en train de dire que l'UDPS Tshisekedi, en tout cas, c'est une bonne UDPS avec elle, mais il dit qu'il est le défenseur du peuple. Mais moi ici, j'ai dit, je ne me prétends pas être défenseur du peuple. Mais j'ai dit, il n'y a pas une bonne justice, il n'y a pas d'état des droits. Évoquant le sujet de Chéribin Okende, ça me fait très mal au cœur. Nous tous, nous sommes tentés de beaucoup de choses et je prends des réserves. Allez, merci beaucoup. Cissé Traoré, Malien ou Congolais, de père et de mère? Congolais de père et de mère. Allez, c'était juste pour vous permettre de vous détendre un tout petit peu. 2 ans après la disparition tragique de Chéribin Okende, on en parle, toujours pas de justice. Croyez-vous aussi à la version du suicide de Chéribin Okende? 2 ans après, le flou artistique reste permanent, la vérité n'éclate toujours pas et les bourreaux n'ont poursuivi. Qu'en pensez-vous? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne suis pas encore dans le dossier Chéribin Okende. Je veux élaguer quelques reliquats de la question précédente. Il faut retenir que les deux parties prenantes dans le cadre de l'accord de Washington ont chacune une organisation domestique stratégique pour la mise en branle de cet accord. Plutôt, je parlais de l'accord de Doha, c'est-à-dire entre AFC, M23 et Kinshasa. Si l'une des parties est en train de, réorganiser les troupes pour pouvoir relancer les hostilités, eh bien, l'autre a aussi sa stratégie qu'elle développe de façon secrète.
On ne s'est pas dit pour l'instant. Mais évidemment, qui est celui-là qui viendrait sur la place publique vous dire ce que les FARDC sont en train de préparer pour contrer telle attaque, telle stratégie du M23, et ainsi de suite. Et puis, quand on a suivi la communication du gouvernement, on n'a pas donné d'orientation à la population qui vit à Ouvira, ou ni dire ce que le gouvernement compte faire, ne fût qu'en linéaire. Ne fût qu'en quelques mots, de façon voilée. On n'a pas dû ni rassurer la population. On ne fait qu'alerter. Calmez-vous, cher Gédéon. Ceci relève de l'organisation domestique stratégique des FARDC. Les opérations militaires, la stratégie qui va avec, on ne viendra pas la mettre sur la place publique. On ne dit même pas à la population ce qu'on prévoit de faire. Mais croyez-moi, l'armée se prépare à sa façon. Allez, merci. Bref, donc c'est pas, ne vous inquiétez pas. Vous avez une armée assez requinquée dont les militaires sont à nouveau mieux payés que par le passé. Donc croyez-moi, l'engagement est différent. Mais des assurances pareilles, on pouvait les attendre de la bouche d'un officiel. Et ça suffirait à rassurer, à calmer les esprits. Mais justement, dire par exemple, l'armée se prépare. Ça suffirait à calmer la tension. Les assurances que l'armée a données lorsque le porte-parole du gouvernement a parlé, au moins il a invité les gens au calme, l'armée a la situation sous contrôle. Ça suffit comme assurance. Mais n'attendez pas qu'on aille plus loin. On avait la situation sous contrôle. N'attendez pas qu'on aille plus loin pour injecter je ne sais quoi dans l'opinion. À Bukavu, la situation était sous contrôle aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est mieux pour la population d'ignorer ce que l'armée prépare. C'est mieux pour ça. Allez, l'armée elle-même sait ce qu'elle prépare comme sujet au Kende. On va épiloguer sur un dossier pourtant déjà clos de la part, à en croire, la justice congolaise. Non, et pourtant, le centre d'Okende la justice congolaise continue à crier vengeance. La justice congolaise avait conclu. Je fais référence ici à la dernière conférence de presse du procureur général après la cassation, je me rappelle. Je crois que c'était Vendée. C'était Vendée. Donc, le rapport avait été rendu public. Par conséquent, nous autres ici, notre seule façon d'aider cette justice, c'est de lui apporter des éléments que nous avons. Au cas contraire, taisons-nous. Si on n'a aucun nouveau élément à apporter dans le dossier, taisons-nous. Plutôt que d'épiloguer en désordre et dire des choses qui, du point de vue du dossier, ne viennent pas aider la justice. Donc, bref, on parle de la mort de quelqu'un. C'est vrai qu'il suffit d'un discours un tout petit peu déplacés ou que d'aucuns vont interpréter à leur façon pour pouvoir ressortir des sentiments de tout genre. Donc, soit on se tait parce qu'on n'a aucun élément nouveau à apporter, et si on a des éléments, comme on le prétend, qu'on aille voir les inspecteurs je lis la lettre pour compléter, jeter les nouveaux éléments dans le dossier. Je lis la lettre de l'une des filles d'Okende, Frida Okende, dans le deuxième paragraphe, elle dit que sa mort, bien qu'officiellement qualifiée de suicide, demeure pour notre famille comme pour de nombreux citoyens, entourée des zones d'ombre, d'incohérences majeures. Et ce n'est pas le cas de le dire. Je me mets à la place de celle ou celui qui parle. La famille ne sait pas faire le deuil. C'est celle ou celui qui parle. Évidemment, c'est celle ou celui qui a perdu un être cher. Et évidemment, je comprends les mots, mais moi, je n'entre pas dans cette logique-là. Parce que j'estime que quiconque a des éléments pour nous aider justement à élucider le meurtre n'a qu'à se rapprocher des instances judiciaires pour pouvoir donner des nouveaux éléments. Au cas contraire, tout ce que nous dirons va relever du sentiment, de l'émotion. Et ça ne va pas aider. Est-ce que cette conclusion n'a pas suffi à écorcher l'image du système de l'appareil judiciaire congolais? Tout le monde répète ça, en commençant par le président de la République lui-même, que notre justice est malade. Tout le monde le répète. Personne n'a dit le contraire. Tout le monde reconnaît que notre justice doit être guérie de ces maux. Mais maintenant, est-ce que pour autant qu'il n'y a pas des dossiers judiciaires qui sont résolus? Si. Il y a des dossiers judiciaires qui sont résolus. Est-ce pour autant qu'il faut toute l'opprobre, on devrait jeter sur l'appareil judiciaire de telle sorte que même si le rapport qui avait été rendu public ne rencontre pas vos attentes, pour autant vous allez jeter en pâture tout l'appareil judiciaire?
Cette façon de voir les choses, justement, participe à davantage rendre malade la justice. Si quelqu'un a des éléments qui peuvent aider, il n'a qu'à s'approcher des instances judiciaires pour les leur donner. C'est de cette façon-là qu'il va aider à guérir la justice. Allez. Pas épiloguer en désordre sur les choses qu'on ne maîtrise pas. Merci beaucoup. C'est Traoré. On prend 2 minutes chacun pour épiloguer sur la photo polémique de Monseigneur Fulgence Moutéba à Goma, qui riait à gorge déployée avec Corneille Nangaa, patron, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo bar M23. C'est Traoré. Vous qui avez des opinions un peu tranchées, cette photo vous émeut? J'ai vu les photos, c'est vrai. J'ai vu, comment dire, le monseigneur, comment dire, président de la Cinco. Fulgence Moutéba. En, comment on appelle ça, soutane, avec calotte ou je ne sais quoi ce qu'ils mettent là. Soutane blanche, symbole de pureté. Mais je le vois en accointance avec un rebelle, celui qui verse le sang de ses compatriotes. Je le vois rire aux éclats. Ils se font des confidences. En ricanant. Avec qui? C'est lui qui a les mains souillées. Alors qu'il porte une soutane symbole de, comment dire, cette soutane-là représente beaucoup en fait pour les croyants. Mais je vois Monseigneur Fulgence Moutéba dans une sorte de complicité qui ne s'explique pas avec Corneille Nangaa. Lui qui est habillé comment dire, la soutane représente la sainteté en fait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous choque non pas sur cette photo? Justement, n'a-t-il pas droit de rire avec un de ses compatriotes congolais? Un compatriote qui a le sang dans ses mains de plus de 12 000 morts de Goma. Est-ce que toi, en tant que père de l'église, ça ne t'offusque pas? Est-ce que ceux qui viennent à l'église sont-ils tous saints? Pour autant, le pasteur n'a pas raison, n'a pas droit de sourire un peu avec eux. Non, mais attention, on ne pouvait comprendre une telle complicité que si, comment dire, justice avait été rendue. C'est comme, attendez, laissez-moi. C'est comme un croyant catholique qui a péché, qui a tué, mais sans s'être repenti, sans s'être, comment dire, confié au confessionnal auprès de son père, mais qui vient sympathiser avec celui-ci. Donc, on met de côté les morts, le sang versé, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de repentance, rien du tout, mais on sympathise. Mais comment ça offusque toute bonne conscience. Que doit faire la République? Ça offusque toute bonne conscience. En 30 secondes, s'il vous plaît. Ceci vient conforter la thèse que tous les Congolais ont, majoritairement, je dis bien, tous les Congolais ont cette perception-là, comme quoi hein, la Cinco était en intelligence avec le, comment on appelle M23 AFC et Kigali. Tous les faits et gestes que la Cinco pose corroborent la position de Kigali et de AFC M23. Comment vous nous l'expliquez? Merci beaucoup. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Allez. Ça ne s'explique pas. Ouais, en 2 minutes d'aucune aussi. façon. En 2 minutes aussi. Avant cette photo polémique, il y a eu une autre. Fulgence Moutéba bénissant Corneille Nangaa à Kinshasa, ça offusque les esprits. Vous partagez la même perception des choses? Non, ça n'a pas offusqué les esprits. Je suis très heureux de voir cette photo. J'ai aimé la photo de Fulgence Moutéba avec Corneille Nangaa. Je comprends vraiment que l'église catholique, c'est une très bonne église chrétienne, la maison mère. Parce que la mission de Jésus, c'est pour rechercher les brebis égarées. C'est ça la mission de Jésus. C'est que Jésus nous recommande. Il nous recommande à tous les chrétiens de faire comme lui.
Il n'est pas venu pour des bonnes personnes, des personnes déjà délivrées. Il est venu pour ces personnes-là, des brebis égarées. Il faut montrer de l'amour. Il faut montrer de l'amour aux pécheurs pour les gagner. Les ramener sur la bonne voie. Fulgence Moutebe, il faut continuer comme ça. Nous aussi à Kinshasa, nous vous attendons de recevoir l'opposition, que vous parlez avec nous. On fait la paix entre les Congolais. Fulgence Mouteba sur cette voie, sincèrement, quand j'ai vu la photo, j'étais très heureux et j'ai senti le niveau, votre niveau pastoral, je vous encourage. On a une Nanga, il faut parler avec Nanga. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis sûr, vous étant nos pères spirituels, vous lui avez recommandé de privilégier l'amour du prochain, ce qui est une recommandation de Jésus-Christ. Donc j'ai aimé la photo de Fulgence Mouteba avec Corneille Nanga. Je suis vraiment très heureux de cette photo. Merci beaucoup, c'est Owen Bosengue, coordonnateur du bataillon Front Populaire, président de la Jurek Jeunesse Unie pour la reconstruction du Congo. C'était un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Oui, une première. J'espère que vous n'avez pas déçu nos internautes et nos téléspectateurs. À ma droite, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Cissé Traoré, journaliste indépendant et proche du peuple, analyste des questions politiques. Un réel plaisir de vous avoir pour ces castings. Bon début. Le plaisir est partagé. À toutes et à chacun et à tout à l'heure avec la même dose de plaisir. Bonsoir chez vous.